Voici une traduction native, fluide et percutante, conçue pour une narration de type documentaire ou YouTube, Deep Space, sans aucune altération de votre structure originale. Traduction en français. Il y a quelques jours, la mission habitée Artemis II a enfin pris son envol. Le vaisseau spatial Orion a quitté la Terre avec succès en direction de la Lune. À son bord, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen s'apprêtent à accomplir la mission la plus cruciale de la décennie. Pour la première fois depuis des générations, l'humanité renvoie des hommes là où s'arrête la sécurité relative de l'orbite basse pour laisser place au véritable espace lointain. Et bien que le décollage ait réussi, la partie la plus complexe de cette aventure est loin d'être terminée. Au contraire, ce lancement réussi n'était que la première étape. Tout a commencé avec la Space Launch System, la fusée habitée la plus puissante de son temps. Une structure de près de 100 mètres, pesant des milliers de tonnes, générant une poussée colossale et subissant des charges extrêmes dès les premières minutes de vol. C'est un sommet d'ingénierie, mais c'est précisément pour cela qu'elle porte en elle un risque maximal. Plus le système est puissant, plus le prix de la moindre défaillance est élevé. Bien que le lancement se soit déroulé sans accroc, il faut mesurer à quel point ce moment était critique. Durant les secondes du décollage, la fusée travaille à ses limites absolues. Et la moindre erreur sérieuse dans les moteurs, le système de carburant, le pilotage ou la structure peut instantanément transformer le vol en une lutte pour la survie. Le vaisseau a quitté la Terre. La première barrière est franchie, mais c'est maintenant que débute le cœur de la mission. Dans les jours à venir, l'équipage fera face à une série de tests qu'il est impossible de simuler totalement, que ce soit en centre d'entraînement ou au sol. Car une chose est le lancement, et une autre est de vivre et travailler à bord d'un vaisseau qui s'éloigne de sa planète pour sortir de sa protection habituelle, là où chaque système doit fonctionner à la perfection et où chaque décision devient critique. Si vous souhaitez rester informé des actualités spatiales, notamment du destin de la mission Artemis, abonnez-vous à notre chaîne. Nous continuerons à vous informer pour que vous disposiez toujours d'informations actuelles et fiables. Juste après le départ, tout semblait stable. Le vol suivait le plan prévu, le vaisseau validait les premières étapes du programme. Mais ces heures de calme sont trompeuses. En réalité, chaque minute de la phase initiale est un test de préparation pour la suite du voyage. Des défaillances invisibles peuvent ne pas se manifester immédiatement, mais surgir plus tard, à une distance bien plus grande de la Terre, devenant alors critique. La différence fondamentale entre l'espace lointain et l'orbite basse réside dans le fait qu'on ne peut plus compter sur un retour rapide, une assistance immédiate ou une réparation simplifiée. L'une des premières menaces sérieuses concerne les ceintures de radiation de la Terre. Ce sont de vastes zones de particules chargées maintenues par le champ magnétique de la planète. Pour un être humain, ce n'est pas une théorie, mais un risque direct. Ces radiations élevées affectent aussi bien l'organisme que l'électronique du vaisseau. En orbite basse, les vols se déroulent dans un environnement relativement protégé. Mais la mission Artemis II s'aventure bien au-delà de ses limites. C'est ici que commence l'espace profond, et c'est précisément là que surgissent des menaces invisibles à l'œil nu, mais potentiellement les plus dangereuses de toute la mission. L'une d'elles est le rayonnement cosmique de l'espace lointain. Des particules à haute énergie traversent constamment l'espace, pénètrent les matériaux du vaisseau, créent un rayonnement secondaire et impactent les tissus vivants ainsi que l'électronique sensible. Pour des missions courtes, le risque est jugé acceptable, mais il ne disparaît jamais. De plus, chaque vol de ce type offre aux scientifiques une chance rare de comprendre la gravité de ces menaces pour les futures expéditions, notamment vers Mars, où les humains passeront des mois et non plus des jours.
L'équipage traversera des zones où le niveau de rayonnement dépasse largement le fond naturel terrestre. Cela signifie que dès les premières étapes du voyage, le vaisseau et les hommes seront confrontés à ce dont la proximité de la Terre les a longtemps protégés. Cependant, les ceintures de radiation ne sont que le premier rempart. La véritable frontière se situe là où s'achève le bouclier magnétique de la planète. Dès qu'Orion le franchira, l'équipage se retrouvera dans un espace où la protection naturelle contre le rayonnement cosmique n'opère plus. Mais il existe un facteur encore plus imprévisible, le Soleil. À mesure de la progression vers la Lune, tout ne dépend plus seulement de la technique, mais aussi de la météo spatiale. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale peuvent modifier brutalement l'environnement radiatif autour du vaisseau. Si un événement puissant survient à un moment critique, l'équipage fera face à une menace qu'aucune réparation ni aucun effort de volonté ne pourra éliminer. C'est pourquoi les spécialistes au sol surveillent en permanence l'activité solaire, tandis que le vaisseau est conçu pour fonctionner sous des radiations élevées. Mais malgré toutes ces mesures, cela reste un danger impossible à contrôler totalement. Plus Orion s'éloigne, plus l'aspect psychologique du vol évolue. Tant que le vaisseau reste relativement proche de la Terre, on peut maintenir un sentiment de connexion avec la maison. Mais à mesure que l'on avance vers la Lune, ce sentiment s'étiole. L'équipage passera plusieurs jours dans un volume restreint, avec la pleine conscience de s'enfoncer toujours plus loin dans un espace sans issue rapide, où chaque erreur s'amplifie avec la distance. C'est un défi technique, mais aussi une pression psychique intense. Même les astronautes les mieux préparés restent des êtres humains, et l'homme n'est pas fait pour vivre dans une capsule métallique close au milieu du vide. C'est pourquoi, dans une telle mission, il n'y a pas de système secondaire. Tout ce qui semble banal sur Terre devient ici une question de sécurité. L'air, la température, l'humidité, l'extraction du CO2, l'eau, le fonctionnement des filtres, des capteurs et des circuits de secours. Tout doit fonctionner sans faille. Si le système de support de vie commence à dévier, le problème dépasse vite le cadre technique pour devenir médical. Dans un espace clos, même de légères variations entraînent des maux de tête, une baisse de concentration, une fatigue et une chute de productivité. Et dans l'espace lointain, la simple perte de concentration est déjà un facteur de risque majeur. Cette mission porte un autre sens fondamental. Artemis II n'est pas un retour symbolique vers la Lune, mais un test complet des technologies censées ouvrir la voie aux étapes suivantes. Chaque étape du vol permet de collecter des données cruciales. Comment les systèmes du vaisseau se comportent-ils avec un équipage à une telle distance? Comment l'homme supporte-t-il l'isolement, la microgravité, les radiations et le stress? Quelle est l'efficacité des procédures de sécurité en conditions réelles de vol habité? Les réponses à ces questions définissent l'avenir, car les missions à venir seront encore plus complexes et toutes s'appuieront sur l'expérience acquise aujourd'hui. Une tension supplémentaire vient du fait que l'équipage ne se contente pas de voler vers la Lune, mais doit suivre une trajectoire calculée avec une précision millimétrée. Ici, la navigation est une question de survie. Toutes les manœuvres doivent être exécutées à la perfection. Une défaillance du système d'orientation, une panne des moteurs du module de service, ou une erreur dans les calculs et les capteurs pourrait dévier le vaisseau de sa course. Théoriquement, la trajectoire de retour libre offre une marge de sécurité, permettant d'utiliser la gravité lunaire pour revenir vers la Terre. Mais ce n'est pas une garantie contre tous les problèmes. Seulement un schéma optimisé qui exige des systèmes fonctionnels et des actions précises.
Le moment le plus tendu sera le passage derrière la face cachée de la Lune. Là-bas, l'équipage perdra temporairement tout contact direct avec la Terre. C'est prévu, mais ce sont précisément ces minutes qui révèlent le niveau de risque réel. Si quelque chose arrive, l'aide ne viendra pas immédiatement. À cet instant, l'équipage est seul. Tout dépendra de leur préparation, de la fiabilité du vaisseau et de leur capacité à garder leur sang-froid dans un isolement total. C'est pourquoi les astronautes ont été formés non seulement à piloter, mais à prendre des décisions de manière autonome et à agir sans le soutien constant de la Terre. Le retour sur Terre est l'étape où l'erreur est quasiment exclue. Lorsqu'Orion entamera son chemin retour et entrera dans l'atmosphère, sa vitesse sera colossale. La capsule percutera littéralement les couches supérieures et l'air environnant chauffera jusqu'à atteindre des températures extrêmes. À ce moment précis, le sort de l'équipage dépend entièrement de la protection thermique du vaisseau. C'est ici que subsiste l'un des points les plus débattus du programme. Après le précédent vol non habité, l'état du bouclier thermique a suscité de sérieuses inquiétudes. Les dommages constatés sur le matériau ont forcé les ingénieurs à analyser de nouveau son comportement lors de l'entrée atmosphérique. Pour une mission habitée, cela rend la phase finale particulièrement nerveuse. Certes, les calculs, les tests et le profil d'entrée mis à jour doivent garantir un retour sûr. Certes, les spécialistes sont confiants dans la solution choisie. Mais l'espace ne donne pas de réponse définitive à l'avance. Seul le vol lui-même apporte la vérité. On peut donc le dire franchement. Tant que l'équipage n'est pas revenu, l'épreuve principale reste à venir. Le monde a déjà vu un lancement réussi. Les déclarations sur le retour de l'humanité vers la Lune ont déjà retenti. On comprend déjà qu'une nouvelle ère a commencé. Mais en réalité, la mission n'entre que maintenant dans sa phase décisive. Devant nous se trouvent les radiations, l'espace profond, la navigation complexe, le survol lunaire, l'isolement derrière la face cachée et enfin le retour de feu vers la maison. Tout cela reste à accomplir et c'est précisément pourquoi Artemis II a une telle importance. Ce n'est pas l'histoire d'un succès garanti dès le départ. C'est l'histoire d'une humanité qui, après une longue pause, repart là où l'incertitude est totale. Le lancement a eu lieu, le premier pas est fait. Mais le véritable sens de cette mission ne sera révélé que lorsque Orion aura bouclé son périple, surmonté tous les risques et ramené sain et sauf son équipage sur Terre. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, nous avons encore beaucoup de sujets passionnants à analyser. N'hésitez pas non plus à nous donner votre avis en commentaire. Pensez-vous que retourner sur la Lune soit la bonne décision, ou devrions-nous plutôt nous concentrer sur des objectifs beaucoup plus lointains dans l'espace profond ?